Ce sujet est relativement simple, mais il y a beaucoup de choses autour. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite mise en contexte me semble important. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis étaient à la recherche de tout ce qui pouvait leur assurer la victoire. Et pour avoir un avantage sur les alliés, Hitler avait financé plusieurs projets basés sur les dernières découvertes scientifiques, dans l'espoir d'avoir accès à des ressources de guerre encore inconnues dans le milieu militaire. Par exemple, les Allemands ont mis en place le projet Uranium en 1939, quelques mois seulement après la découverte de la fission nucléaire. Et ce projet avait pour but de créer la première bombe atomique. Mais si au final ils avaient réussi à construire en 1941 plusieurs piles atomiques expérimentales, les nazis n'ont jamais réussi à construire une vraie bombe atomique. Dans cette logique, les nazis ont essayé de créer ce qu'ils appelaient des Wunderwaffe, que l'on peut traduire de l'allemand par armes miraculeuses. Ces armes étaient des moyens militaires innovants et surpuissants, mais qui sont restés soit au stade de prototype, soit qui n'ont pas été déployés assez massivement pour que les nazis en tirent un avantage durant la guerre. Il y a eu pléthore de ces Wunderwaffe, je vais vous en citer quelques exemples. Il y avait les Panzerfaust, qui étaient des lance-grenades qui ne pouvaient tirer qu'une seule grenade, dont la portée pouvait atteindre en théorie 250 mètres, et qui pouvaient détruire n'importe quel char blindé, mais surtout qui avaient l'avantage de pouvoir être tenu à bout de bras et qui n'avaient pas de recul. Dans le domaine de l'aviation, il y a eu le FX 1400 Fritz X, qui était une bombe larguée par un avion qui pouvait suivre les déplacements d'un bateau pour le détruire et éviter d'exploser en mer comme c'était le cas avec la majorité des bombes larguées. Le dernier exemple que je vais vous donner, et qui illustre bien le caractère surpuissant que recherchaient les nazis avec leur Wunderwaffe, est le Sun Gun, une arme constituée d'un miroir de 100 mètres de diamètre qui devait être mis en orbite dans l'espace et qui avait pour objectif de se servir de l'énergie du soleil pour envoyer un rayon de chaleur sur Terre de manière à faire bouillir des zones maritimes ou de brûler des villes ennemies. Entre propagande, faits concrets et projets secrets, les Wunderwaffe ont emballé les imaginations et des théories de création d'armes surnaturelles ont commencé à apparaître. C'est dans ce contexte que l'on retrouve le Die Glock. En 2000, le journaliste polonais Igor Witkowski sort un livre qui parle des projets secrets mis en place par les nazis, sur la base d'archives déclassifiées de l'Union soviétique, archives dont l'existence n'a jamais été prouvée. Un des projets secrets dont il parle dans son livre serait la création d'un système antigravité qui aurait été construit par les nazis en Pologne, et qui porterait le nom de Die Glock, que l'on peut traduire par la cloche. Ce nom fait référence à la forme du prototype qui serait construit en forme de cloche. La création de ce Wunderwaffe aurait été accomplie sous le commandement du docteur Hans Kammler, un scientifique nazi dont la disparition à la fin de la Seconde Guerre mondiale a suscité beaucoup d'interrogations. Bien que l'existence de cette cloche reste hypothétique, on a plusieurs descriptions sur son fonctionnement. Cette cloche serait un engin à cylindre rotatif, rempli d'un liquide de couleur violette de nature radioactive, qui a priori serait du xérum 525, composé chimique que l'on connaît également sous le nom de mercure rouge. Le mécanisme serait d'une hauteur de 3,50 m et d'une largeur de 2,75 m. L'énergie demandée pour faire fonctionner ce prototype serait si grand que plusieurs centrales électriques auraient été créées aux alentours pour lui permettre de fonctionner. Pour préserver le caractère secret du projet, les scientifiques qui n'étaient pas morts à cause de leur exposition à la radioactivité élevée du Die Glock auraient été abattus lors de son démantèlement à la fin de la guerre. Le but des recherches derrière cette cloche serait de créer un effet antigravitationnel, ce qui aurait permis aux nazis de créer des avions de type extraterrestre qui leur permettraient de pouvoir voler sans bruit et sans carburant, mais cette technologie de l'antigravité leur permettrait aussi de voyager dans le temps en courbant l'espace-temps. Les théories sur la localisation et l'utilisation du Die Glock après la guerre partent dans tous les sens, et certains pensent que l'armée américaine a mis la main sur ce dispositif. D'autres pensent que la NASA s'en sert encore aujourd'hui dans leurs recherches sur l'antigravité, ou qu'elle est partie dans notre passé et que les traces d'ovnis du passé sont la cause de cette cloche. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs faits qui semblent contredire l'existence de cette cloche antigravitationnelle, et les preuves de son existence sont relativement faibles. Par exemple, pour alimenter leur propagande, les Allemands filmaient toutes les étapes de développement de leur Wunderwaffe, pour les diffuser de manière à donner confiance à leur soutien et à faire peur à l'ennemi. Mais ce qui est bizarre avec cette cloche, c'est qu'il n'y a aucune archive filmée, même si cela peut s'expliquer du fait de la nature secrète du projet. Oui, la taille d'Arnold Schwarzenegger est un vrai sujet qui passionne Internet. Il a dit dans une interview qu'il mesurait à peu près 1,89 m, sauf qu'il n'empêche que certains ont remarqué qu'il mesurerait un peu moins et des rumeurs sont apparues sur le fait qu'il mentirait sur sa taille pour paraître plus grand. Très rapidement, il y a eu des comparaisons pour essayer d'estimer sa vraie taille par rapport à des photos qui ont été prises avec d'autres acteurs dont on connaît la taille exacte, et il semblerait que sa vraie taille serait plus proche d'1,80 m. Le lac Baïkal est un lac d'une superficie de près de 32 km², situé au sud de la Sibérie, en Russie. Ce lac est le 6e le plus grand du monde et il possède 20% des eaux douces non gelées au monde. Il est le lac le plus ancien du monde puisqu'il serait apparu il y a 25 millions d'années. Et c'est également le plus profond puisqu'il a une profondeur de 1700 mètres. Au-delà de son caractère sacré défini par ses habitants et de son eau extrêmement pure, il y a des mystères qui l'entourent.
Lorsque le lac est gelé, il y a des apparitions d'anneaux de plusieurs kilomètres, visibles du ciel, où la glace se met à devenir plus fine. Et les emplacements de ces anneaux changent tous les ans. Si certains ont pensé que ces anneaux sont causés par des ovnis ou des monstres marins, des études récentes ont montré qu'ils étaient la cause de tourbillons créés par le vent, qui transporteraient des étendues d'eau plus chaudes vers des zones glacées. Ce lac possède une faune et une flore assez uniques, et il y a la présence de certaines espèces à aucun autre endroit du globe. Et forcément, le lac Baïkal a sa propre version du monstre du Loch Ness, qui est appelé ici le Lusutkan, que l'on peut traduire par le dragon maître des eaux. Il y a également de nombreux témoignages d'ovnis qui apparaîtraient au-dessus du lac, dont les dimensions peuvent aller jusqu'à 700 mètres de longueur, qui plongeraient et qui sortiraient du lac sans que l'on trouve d'explication à ces phénomènes. Pour finir, il y a aussi une histoire datant de 1982, où 7 militaires auraient aperçu 3 petits nageurs humanoïdes, et en essayant de les attraper, 3 des militaires seraient morts de manière inexpliquée. Cette histoire serait à mettre en parallèle avec une vieille légende locale qui voudrait qu'il y a des êtres mi-humains, mi-requins, qui vivent dans le lac. Ce sujet fait référence à plusieurs épidémies de danse qui ont été observées en Europe entre le XIIIe siècle et le XVIIIe siècle. En gros, des gens se mettaient à danser jour et nuit sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à ce qu'ils s'écroulent, et certains sont même morts de fatigue. Dans le contexte religieux de cette époque, ces épidémies auraient pu être le fait d'une manipulation du diable. La première épidémie de danse serait apparue le 15 juin 1237 à Erfurt, en Allemagne. Mais en tout, il y en a eu une vingtaine situées également aux Pays-Bas ou dans la région alsacienne. Ces épidémies ne se limitent pas à l'Europe, puisque la dernière en date aurait été recensée à Madagascar en 1863. L'épidémie de danse la mieux documentée est celle qui a été observée à Strasbourg en juillet 1518, où une femme s'est mise à danser pendant 6 jours. Au bout d'une semaine, il y avait 34 personnes qui dansaient, et un mois plus tard, il y avait plus de 400 personnes qui dansaient. Les médecins ont essayé de rationaliser ce phénomène en expliquant que c'était la conséquence d'un sang trop chaud, et plutôt que d'essayer de soigner les danseurs, ils ont proposé de créer une scène sur laquelle les malades pouvaient danser librement jusqu'à ce qu'ils soient libérés de ce mal. Et il y a même eu la mise en place de musiciens pour les accompagner. Il n'y a pas trop d'explications sur l'origine de ces danses, mais la Corée de Sydenham pourrait être l'une des solutions, car c'est une maladie infectieuse du système nerveux central qui se caractérise par des mouvements involontaires des muscles, ou alors peut-être que c'est juste un cas d'hystérie de masse. La panspermie est l'hypothèse qui voudrait que l'origine de la vie sur Terre serait d'origine extraterrestre. En gros, la vie existerait quelque part dans l'univers et les corps astraux, par exemple les comètes ou les astéroïdes, serviraient de moyen de transport à des micro-organismes qui iraient féconder les planètes qui n'abritent pas la vie. Le premier à avoir établi cette hypothèse est Anaxagore, un philosophe grec vivant au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais sa théorie a été reprise et améliorée au cours des siècles par plein de scientifiques, notamment Svante August Arrhenius, un chimiste suédois qui a été le premier à théoriser la panspermie en 1903 dans son ouvrage sur l'évolution de l'univers. La panspermie n'est pas la seule théorie qui pourrait justifier l'apparition de la vie sur Terre, il y a aussi l'hypothèse de la soupe primordiale, qui est l'idée que certains éléments dans de bonnes conditions pourraient faire apparaître la vie. Mais pour le moment, aucun scientifique n'a réussi à reproduire ce processus en laboratoire. Mais retournons à l'hypothèse de la panspermie. Lorsque l'on sait qu'il y a à peu près 100 tonnes de matière cosmique qui tombent chaque jour sur Terre, soit sous forme de poussière, soit avec des météorites de toute petite taille, et lorsque l'on analyse certains de ces débris, on peut y trouver parfois des acides aminés, ce qui peut être l'un des composants à l'origine de la vie. Donc si on admet que les attributs de la vie ne sont pas apparus sur Terre mais ont été importés d'ailleurs, il y a plusieurs théories qui apparaissent. Et une des théories que j'aime bien est celle de la panspermie dirigée, qui veut que ce transfert de micro-organismes qui contient la vie soit envoyé de manière délibérée par des entités extraterrestres intelligentes, de manière à coloniser l'univers. Dans l'éventail de théories un peu faux-folles mais intéressantes sur la panspermie, on peut retrouver une théorie formulée en 1960 par Thomas Gold, un astrophysicien autrichien qui voudrait que la vie soit apparue parce que des extraterrestres ont jeté leurs déchets sur Terre. Ou alors, il y a la théorie qui voudrait que des extraterrestres aient vécu sur Terre avant de la quitter en laissant derrière eux des micro-organismes qui feront apparaître la vie. Ici, on aborde un mystère qui touche directement à YouTube. La chaîne YouTube WebDriver Torso a été créée le 7 mars 2013 et ne contient que des vidéos constituées de formes géométriques de couleurs rouge et bleu qui sont accompagnées d'un bip continu. Je vous mets un exemple. Cette chaîne contient des centaines de milliers de vidéos, et à une certaine période, de nouvelles vidéos étaient publiées toutes les 3 minutes, et la majorité du temps, les vidéos durent 10 secondes. Les titres de ces vidéos sont composés de lettres et de chiffres, a priori générés aléatoirement, et forcément, dès que cette chaîne a été découverte, il y a eu plein de théories sur qui est derrière cette chaîne ou sur quoi elle pouvait bien servir. WebDriver Torso n'est pas la seule chaîne de ce style sur YouTube, puisque l'on retrouve aussi WebDriver YPP, WebDriver IVPE et Ekaterina Basic, qui sont des chaînes qui ont été créées le même jour et qui contiennent le même style de contenu. Il n'empêche que l'on retrouve des choses troublantes sur la chaîne de WebDriver Torso. Par exemple, il y a une vidéo qui s'appelle 00014 où l'on peut voir quelqu'un qui filme la tour Eiffel. Ou alors on peut y retrouver une vidéo payante qui est un extrait d'un épisode de Aqua Team Hunger Force, une série d'animation diffusée sur la chaîne Adult Swim. On trouve également une seule playlist constituée de 3 vidéos dont l'une est masquée, et l'on peut voir que cette chaîne est abonnée aux joueurs du grenier. On peut noter aussi que les vidéos ont arrêté d'être postées le 31 octobre 2019, même si une nouvelle vidéo est apparue le 22 novembre 2021. Certains ont émis l'idée que ces chaînes servaient à transférer des messages cryptés entre plusieurs personnes, que ce soit des hackers ou des espions,
explication, et d'autres ont pensé que c'était une énigme à décrypter dans le style de Cicada 3301. Mais au final, la théorie la plus probable est moins exotique, puisque ces chaînes seraient un support à YouTube pour effectuer des tests de qualité à la fois sur leur encodage et à la fois sur leur upload. La toxoplasmose est une infection causée par un parasite qui s'appelle le Toxoplasma gondii. Pour expliquer le cycle de vie de ce parasite simplement, il va se balader entre les hôtes dans lesquels il peut survivre mais non se reproduire, en espérant que son hôte se fasse manger par un nouvel animal qui deviendra son nouvel hôte, jusqu'à ce qu'il finisse par parasiter un félin, dans lequel il va pouvoir enfin se reproduire dans leurs intestins, puis il lâchera ses frères par la sortie naturelle dans l'espoir de recommencer ce cycle. Si cette infection ne se transmet pas entre les hommes, il y a plusieurs moyens de l'attraper, soit parce que l'on a mangé de la viande pas assez cuite dans laquelle le parasite s'était logé, soit par la proximité avec des excréments de chat. En général, la toxoplasmose est quasiment indétectable, car la présence de ce parasite ne cause pas de symptômes de maladie à part une petite fièvre. Le vrai danger est pour les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire les personnes qui ont des défenses immunitaires faibles, ou chez les femmes enceintes, car le parasite peut être transmis au fœtus, et là il peut y avoir de fausses couches, ou même laisser des séquelles au fœtus. Si ce parasite est présent dans cet iceberg, c'est parce qu'il est estimé qu'un tiers de la population mondiale est porteuse de ce Toxoplasma gondii, et que ce parasite se loge dans le cerveau au niveau de l'amygdale, ce qui a plusieurs conséquences, notamment au niveau de la production de dopamine, autrement dit l'hormone du plaisir. L'idée derrière ça est que ce parasite va contrôler son hôte, qu'il soit animal ou humain, de manière à le pousser à fréquenter les chats. Car si son hôte cherche à avoir un contact avec un félin, cela facilite une potentielle reproduction. Pour résumer, les actions et les prises de décision d'un tiers de la population mondiale sont causées en partie par un parasite logé dans notre cerveau qui nous dirige. Ce sujet traite d'une pratique effectuée au sein de l'église de la scientologie. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que l'église de scientologie a été qualifiée dans un rapport parlementaire français de secte en 1995, et en 2001, la mission interministérielle de lutte contre les sectes a défini la scientologie comme étant une secte absolue. Les activités des scientologues sont relativement secrètes, et ils ont plusieurs protocoles qui ont pour but de remettre en place des individus qui sont considérés comme déviants, et ils appellent ça des rundowns. Les pratiques des rundowns sont controversées, et c'est le cas de l'introspection rundown qui a causé la mort de Lisa McPherson en 1995. Lisa McPherson était une membre de la scientologie depuis ses 18 ans, et elle avait obtenu un grade assez élevé. Suite à un accident de voiture en 1995 et en état de choc, elle s'est mise à se déshabiller. Avant cet accident, elle avait déjà manifesté des états de troubles mentaux. Elle a fini à l'hôpital, mais elle a préféré être soignée par des scientologues. Elle était en capacité de marcher, donc l'hôpital a accepté qu'elle parte sans plus de soins médicaux ou de soins psychologiques. Donc elle a été transférée dans la chambre 174 de l'hôtel The Fort Harrison, un lieu qui servait de base spirituelle à l'église de scientologie. L'introspection rundown est le protocole établi par les scientologues en cas de désordre mentaux. Le but est de laisser la personne seule et isolée, avec une interdiction de parler, de manière à ce qu'elle fasse le point sur ses pensées. Le seul contact que la personne pourra avoir est lors des auditions avec un membre de la scientologie, qui décidera si le confinement doit durer ou s'il peut être levé. Si ce genre de traitement n'a pas l'air d'être si terrible, il n'empêche que cela ne va pas remplacer des traitements médicaux. Lisa McPherson, après 17 jours d'isolement, où parfois elle était droguée pour l'aider à dormir, a fini par être amenée à l'hôpital dans lequel elle est morte 45 minutes après son arrivée. Son autopsie a révélé qu'elle était morte d'une embolie pulmonaire à cause d'une déshydratation sévère et d'un maintien prolongé dans une position allongée. Il a été constaté aussi qu'elle avait de multiples bleus sur son corps, qu'elle avait perdu énormément de poids et qu'elle avait de nombreuses morsures de cafards. En Europe, au XVIIIe siècle, les philosophes et les gouvernements se posaient la question de la viabilité d'un gouvernement démocratique. L'hypothèse qui était posée était de savoir si, dans le cas de la mise en place d'un gouvernement démocratique, la présence d'un gouvernement pouvait-elle être gardée malgré l'absence d'un privilège de certaines classes supérieures et en l'absence d'un pouvoir héréditaire ou détenu entre les mains d'un seul homme. En gros, est-ce que l'ordre peut être maintenu sans roi ni noble qui décide seul? Est-ce que des personnes élues par un peuple, pour les représenter, ne va pas foutre le bordel dans un pays? Cette théorie veut que sous la pression des gouvernements européens, les États-Unis ont donné la souveraineté au peuple américain à titre expérimental, pour voir ce que ça pouvait donner. Bielefeld est une ville en Allemagne, mais à la suite d'une blague, son existence a été remise en cause. L'origine de cette théorie est apparue lors d'une soirée étudiante allemande où un étudiant niait l'existence de la ville de Bielefeld, ville d'où était originaire un autre étudiant. Sauf que quelques mois plus tard, lorsqu'un groupe d'amis, présents à cette soirée, n'ont pas pu passer en voiture par les routes de Bielefeld à cause d'un chantier qui bloquait les sorties de cette ville, ils se sont mis à en parler sur un forum sur internet pour rigoler, en soulignant le fait que l'existence de cette ville était sans doute une conspiration. À partir de là, c'est parti en couille. Ceux qui prétendent être des habitants de Bielefeld seraient en réalité des membres de la CIA ou du Mossad, et il y a des extraterrestres dans cette ville qui auraient déguisé leur vaisseau extraterrestre en université. Et il y a eu des livres et des conférences qui ont été organisées autour du débat de l'existence de cette ville. En 2012, même Angela Merkel, l'ancienne chancelière fédérale de l'Allemagne, a mentionné cette blague. En parlant de la ville de Bielefeld, elle a rajouté « si toutefois cette ville existe ». Bref, le complot de Bielefeld est un bon gros canular qui est allé bien trop loin, mais c'est ce genre de truc qui me fait kiffer internet. Edward Snowden, un ancien informaticien qui a travaillé à la NSA, est devenu un des lanceurs d'alerte les plus connus car il a diffusé des documents secrets de son employeur, notamment des documents qui attestaient que Verizon, un opérateur téléphonique américain, livrait ses données téléphoniques à la NSA et au FBI.
Ce qui fait qu'il est accusé depuis par le gouvernement américain d'espionnage, de vol et d'utilisation illégale de biens gouvernementaux. Si l'affaire des écoutes téléphoniques de la NSA est la plus médiatisée, il n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres documents qui ont révélé que les services secrets américains avaient des programmes de surveillance en plein de domaines, notamment dans le domaine des jeux vidéo. Ces documents ont montré que les services secrets récupéraient les données des joueurs de World of Warcraft et de Second Life, notamment les conversations que les joueurs avaient entre eux. Certains espions ont même créé des personnages dans ces jeux pour enquêter dans le monde numérique. Bref, une sorte d'espionnage 2.0. De tels moyens de surveillance peuvent se comprendre, car certaines organisations terroristes se sont servies de ces jeux pour discuter et planifier certaines attaques terroristes en espérant être à l'abri. Si ça se trouve, vous avez traité de noob un agent gouvernemental et il a lancé une enquête sur vous. John Lee, surnommé John Babacombe Lee, est un criminel anglais accusé de nombreux vols, mais également du meurtre de son employée, Emma Case, en 1885, dans le quartier de Babacombe, dans la ville de Torquay, en Angleterre. Les preuves de sa culpabilité dans ce meurtre n'étaient pas complètement établies, mais il était le suspect principal. Il a fini par être déclaré coupable et il a été condamné à la pendaison. Sauf que le mécanisme de la trappe de l'échafaud n'a pas marché, et cela 3 fois de suite alors que le mécanisme avait été vérifié à chaque fois. La justice n'arrivant pas à le pendre, sa condamnation a été permutée en prison à vie et il est devenu une légende avec le surnom de l'homme que l'on ne pouvait pas pendre. La théorie mystique principale veut qu'il a reçu un coup de main de Dieu qui ne voulait pas qu'il meure. Pour ce sujet, qui sera le dernier de cette vidéo, j'ai beaucoup de mal à identifier ce à quoi le RPG Insanity Training fait référence, mais il n'empêche qu'il y a 2 thématiques principales. Je vais vous parler des 2, mais si quelqu'un a plus d'infos, mettez-moi ça en commentaire. Peut-être que ce sujet fait référence à la folie qui est simulée dans les jeux vidéo. En gros, les concepteurs de certains jeux vidéo qui basent leur gameplay sur la folie essayent non pas de rendre leur personnage fou, mais cherchent à ce que ce soit le joueur lui-même qui devienne fou. C'est un peu comme les vidéos sur YouTube qui sont censées donner l'illusion de la prise de drogue. La théorie voudrait alors que certains jeux vidéo entraînent les gens dans la folie volontairement, et que cela ait une atteinte réelle sur le mental des joueurs. La deuxième référence sur laquelle je suis tombé touche au même domaine, mais elle est un peu plus spécifique. En gros, le RPG Training Insanity se rapporterait à une entente entre les concepteurs de jeux vidéo japonais et les Yakuza, dans le but de créer des otaku serial killers. En quoi cela serait utile pour les Yakuza d'avoir une armée de serial killers? Ça j'en sais rien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et merci pour tous les messages gentils que vous m'avez écrits, ça me touche beaucoup. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et on se revoit vite avec la fin du tiers numéro 3.